Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois David Ford Johnson, qui est le directeur général de LACPAM. Il vient nous parler d'un nouveau service pour les proches aidants. On aura aussi plus de détails sur LACPAM. Plus tard à l'émission, notre chroniqueuse F. Cardinal vient nous présenter son sujet. Ce sera les TOC. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène les terreurs nocturnes. Donc tout ça à l'émission Folie douce. Cette semaine, on commence d'abord en chanson avec Yann Perrault et la chanson s'intitule Baby Boom. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes branché sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. C'est avec plaisir que je reçois mon invité, qui est M. David Ford Johnson, directeur général de LACPAM. Bienvenue à Folie douce. Bonjour, merci. Bonjour, bienvenue. Et on va parler bien sûr de LACPAM. Qu'est-ce que c'est LACPAM et un peu l'historique et aussi un programme important là, qui est récent chez vous. D'abord, qu'est-ce que ça signifie les lettres ACPAM? ACPAM, donc ça signifie l'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale. Oui, et c'est une organisation, je pense, qui date de longtemps parce que dans notre histoire de Folie douce, dans nos débuts, il y a de ça 25-26 ans, on avait eu à l'occasion des gens qui étaient de l'ACPAM. Donc, ça fait longtemps que ça existe, mais on aimerait ça savoir un petit peu plus l'historique et comment c'est né, peut-être. Oui, tout à fait. Donc, l'ACPAM, on a été fondé en 1980. Donc, oui. Ça fait quand même 37 ans qu'on existe. Oui. Ça nous a permis de développer une petite expertise auprès de la clientèle que nous desservons. Oui. Et donc, peut-être, quand je présente l'ACPAM, j'aime bien parler des statistiques et ça tombe bien parce que j'ai vu sur votre site web, vous avez mis quelques statistiques sur votre site web. Oui. Vous avez dit que 20% des personnes québécoises vivront au courant de leur vie, vivront avec un problème de santé mentale, oui. Et que 80% des personnes au Québec seront affectées à un moment donné par un problème de santé mentale chez un proche. Et donc, pour présenter ACPAM, cette deuxième statistique, c'est exactement à ces personnes-là qu'on offre des services. Et donc, l'ACPAM, comme vous disiez, est un organisme communautaire. Ouais. On est situé sur l'île de Montréal. On existe depuis 37 ans. Depuis 80. Et donc, on a comme mandat principal d'offrir, donc on accueille et on accompagne les personnes, les membres de l'entourage d'une personne qui vit avec une problématique de santé mentale. Et c'est pas souvent le cas parce qu'on parle souvent d'organisations qui s'adressent aux personnes elles-mêmes. Tu sais, dans le domaine, on rencontre souvent des organisations ici qui viennent à notre micro et qu'on a souvent l'impression que, c'est plus qu'une impression, c'est la réalité. Là, il y a beaucoup de services qui sont offerts directement, mais les proches, puis ça fait quand même depuis 80 que vous vous y intéressez, depuis 1980, c'est important. Les proches souffrent aussi. Quand on parle du 80% là, qui vont être affectés, effectivement, ils ne sont pas affectés directement, mais par le stress que ça peut apporter, par le travail que ça demande d'aider une personne qui a des problèmes de santé mentale, c'est très important d'appuyer. Là. Tout à fait. Donc, comme vous disiez, c'est très important qu'on offre des services aux membres de l'entourage, parce que ça les aide à venir en aide à leurs proches. Et donc, ça aide, si vous voulez, ça peut contribuer à la bonne santé mentale de toutes les personnes impliquées. Ouais. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'effectivement, quand les personnes viennent à l'ACPAM, ils vivent aussi, donc là, je parlais des membres de l'entourage, ils vivent aussi une certaine détresse émotionnelle. Donc, on offre beaucoup de services et on offre ces services parce que quand ils arrivent chez nous, ils sont souvent fatigués. Ils peuvent vivre de l'épuisement. Ouais. Ils vivent une détresse émotionnelle. Ils peuvent parfois vivre de l'isolement. Pas forcément de l'isolement social, mais dans ce qu'ils vivent, donc dans leur vécu, ils peuvent être un peu isolés. Et ils aiment tellement leurs proches que parfois, ils vont mettre de côté leur propre vie pour essayer de venir en aide à leurs proches comme vous le feriez ou comme moi je le ferais certainement. Exactement. Et souvent, c'est ça contribue à avoir la détresse, comme vous disiez, là, que les proches ressentent une détresse. Ça
plus vraiment où se tourner, à qui en parler, sont un peu peut-être gênés, ne savent pas par quel mot en parler, c'est ça? Tout à fait. Très souvent, quand ils arrivent chez nous, ils savent plus quoi faire. En fait, on est un peu le dernier recours. Ils arrivent chez nous, ils avaient tout essayé, ils avaient l'impression qu'ils savaient plus quoi faire, que rien ne fonctionnait. Donc là, c'est en ce moment-là, très souvent, qu'ils arrivent chez nous. Ouais. Et comment ils sont référés ou comment ils vous connaissent? Est-ce que c'est une question de... Vous êtes un peu publicisé un peu partout dans les services, dans les CLSC, ou comment les gens arrivent chez vous, finalement? Donc, il y a plusieurs portes d'entrée pour les personnes. Donc, en fait, ça peut être justement les CLSC ou d'autres établissements du réseau de la santé, les services sociaux. Ça peut être d'autres organismes communautaires. On a une page Facebook, on est actif sur le site web. Donc, voilà, on fait des entretiens à la radio comme celui-ci. On est assez présent du fait d'être situé sur l'île de Montréal. On est sollicité de temps en temps à faire des entretiens télévisés. Oui, exactement. Donc, c'est un peu... C'est un peu tout ça qui fait, que vous êtes connu un peu plus. Et c'est un peu votre particularité aussi d'être assez unique, d'aider l'entourage, ce qui n'est pas nécessairement... partout, donc votre service est assez unique là, dans son genre. Là. Tout à fait. Donc notre mission principale, c'est ça. Donc on offre renseignements, références, accompagnement et soutien psychosocial aux membres de l'entourage. Donc comme je disais, on les outille à venir en aide à leurs proches. Ouais. Et comment tout en prenant soin d'eux. Oui, exactement. Parce que c'est ça une notion qui est très importante. Oui, bien sûr, ils veulent venir en aide à leurs proches, mais là, en fait, on les aide à comprendre que pour venir en aide à leurs proches, il faut que d'abord, ils prennent soin d'eux-mêmes. Là, il y a une petite image qui me vient en tête et qu'on utilise quand on présente justement les services de l'ACPAM. Quand on voyage dans l'avion, avant de décoller, il y a les personnes qui font la petite présentation de sécurité, quoi faire en cas de crise. Mm-hmm. Ils disent que pour les masques d'oxygène, ils disent de mettre le masque d'oxygène sur soi-même avant de le mettre sur les autres. Et donc, on utilise cette image souvent quand on parle de ce qu'on fait parce que c'est la même chose pour les proches qui veulent coûte que coûte aider leurs proches. Là, on leur dit, nous, on est là pour vous. On est là pour vous offrir des services parce que si vous voulez venir en aide à votre proche, la première chose, et la chose la plus importante au début, c'est de prendre soin de vous-même. Ouais. Et donc là, ils comprennent, mais en fait, c'est difficile parfois de faire ça parce qu'ils veulent tellement aider leurs proches que parfois, ils ont du mal à s'arrêter et faire l'effort pour prendre soin d'eux-mêmes. Prendre le temps de le faire aussi, c'est ça, parce qu'ils voient l'urgence. Mais comment ça se passe? Les gens, d'abord, vous appellent, ils vous rencontrent ensuite? Est-ce que vous avez une façon de procéder avec les gens qui ont besoin de services? Tout à fait. Donc, on offre plusieurs services. On offre d'abord le service d'accueil d'information référence. Donc ça, c'est un peu la première porte d'entrée pour tout le monde. Ouais. Et on offre aussi, depuis 2016, un assez nouveau service qui est la séance d'information. Et donc ça donne un premier aperçu sur l'organisation, sur ce que nous faisons, notre mission, notre approche, notre philosophie d'intervention. Et donc ça, c'est un peu les deux portes d'entrée pour l'ACPAM. Et aussi, on offre d'autres services. On offre des conférences mensuelles qui sont ouvertes au public. On offre des services, des rencontres de suivi. Ça, c'est un peu la star de l'ACPAM, si vous voulez. Oui. Les rencontres de suivi, ça peut être en individuel, en couple ou en famille. On offre aussi des groupes de soutien. Okay. Et donc là, il y a un intervenant qui est présent lors des groupes de soutien, mais ces personnes facilitent plus les échanges entre les membres de l'entourage parce que c'est eux qui ont le savoir expérientiel qui peut justement aider d'autres personnes dans leur situation. On offre des sessions d'art-thérapie et on offre donc de la psychoéducation sur le trouble de la personnalité limite. Et aussi, on offre, en fait, c'est un nouveau service, on va en parler tantôt, je crois. Oui. On offre des ateliers pour les proches aidants d'aînés. Oui, bien justement, je voulais justement vous me devancer, mais c'est exactement là qu'on voulait aller parce qu'il y a un nouveau service très important et j'aimerais ça que vous nous présentiez. Donc, ça s'adresse aux proches des aînés, en fait, les proches aidants, ceux qui aident beaucoup les aînés. Donc, comment on peut le définir, ce... Donc, en fait, à la base, vous avez tout à fait raison. Donc, ça commence parce que donc, on offre des services aux membres de l'entourage, peu importe la personne, leurs proches, en fait. Ouais. Mais au sein de cette clientèle, donc, il y a
les proches aidants de personnes âgées qui vivent avec une problématique de santé mentale. Et pourquoi est-ce que nous avons décidé d'offrir à cette clientèle une gamme de services spécifiques? C'est parce que les personnes âgées, ils vivent souvent avec une double problématique. Donc, ils vivent avec une problématique liée à leur vieillissement. Donc, ces personnes peuvent être en perte d'autonomie. Et ça amène des difficultés tant pour la personne âgée que pour le proche. Ouais. Et donc là, on parle ici très souvent on parle du fardeau objectif. Là, ça veut dire qu'on amène la personne à l'hôpital ou voir le médecin ou acheter des médicaments. Ouais. Et donc ça, là, pour le proche aidant, on parle du fardeau objectif. Mais ça, c'est une problématique qui touche les personnes plus âgées. Et il y a aussi l'existence des problématiques de santé mentale. Qui viennent s'ajouter à la problématique physique de la personne âgée. Là. Justement. C'est difficile à vivre. Et donc, cette difficulté de santé mentale, ça a un impact sur la personne âgée et aussi sur le proche aidant. Et donc, ces ateliers pour les proches aidants d'aînés, ça vise justement ça. Ça aide. En fait, on vise un processus de transformation au sein de la relation entre le proche aidant d'aîné et la personne âgée, étant donné cette double problématique liée au vieillissement et à l'existence des... C'est souvent les enfants de la personne, souvent, ou des nièces, des neveux, des gens proches de la famille qui aident justement la personne âgée. Là. Oui, mais ça peut être le conjoint ou la conjointe. Qui est à peu près du même âge, souvent, là, c'est ça? Oui, tout à fait. Ben, c'est ça, c'est vrai, vous avez raison, c'est quand même une problématique très ciblée, mais plus ça va, plus il y a des personnes âgées dans la société et il y a effectivement le problème de santé mentale, que ce soit une problématique même de démence, des fois qui viennent avec l'âge, ou d'autres problématiques de dépression ou quoi que ce soit. C'est ça, et en fait, c'est un peu notre cheval de bataille en ce moment, mais on a peut-être tendance à dire que c'est une personne âgée, donc une petite dépression, c'est normal, ou une petite anxiété, c'est normal, alors que, en effet, c'est une problématique de santé mentale, et ça nécessite une réponse particulière, et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce service, parce que c'est pas juste, entre guillemets, normal qu'une personne âgée vive avec de la dépression ou avec de l'anxiété, ça a un impact sur cette personne et sur le proche aidant, et il faut répondre à cette situation. Exactement. Ce programme-là, justement, c'est donc sous forme d'atelier. Est-ce que c'est un programme qui est récent? Est-ce que c'est un programme qui est implanté pour rester ou c'est juste pour un certain temps? Comment vous voyez ça? Donc en fait, on a lancé le service au mois de septembre 2017. Assez récemment, oui. Effectivement. Et donc, là, évidemment, c'est la première année qu'on le fait, mais pour nous, on est content de ce qui se passe. On voit que ça répond à un besoin. Et donc, nous, on aimerait continuer à offrir ce service. C'est un objectif vraiment de garder bien vivant ce programme-là, ainsi que tous les autres services que vous offrez à l'ACPAM. On a encore quelques minutes. Est-ce que vous avez un point ou deux à rajouter? On aura bien sûr les coordonnées à donner, là, mais on a peut-être une minute là, si vous avez quelque chose à rajouter. Peut-être, est-ce que les gens peuvent s'impliquer peut-être dans votre organisme? Est-ce que vous êtes ouvert à ça? Tout à fait. On vient, en fait, il n'y a pas très longtemps d'ouvrir aux personnes interpellées par la mission de l'ACPAM de venir offrir du bénévolat. Parce qu'en fait, on a vu que ça fait du bien à des personnes qui ont vécu cette expérience avant, de venir offrir de leur temps et de leur énergie pour aider d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation. Et donc, tout le monde est bienvenu, effectivement. Oui, tout à fait. Et surtout les personnes qui sont interpellées par cette mission. Par cette question-là. Oui, ben c'est une excellente cause. Monsieur Johnson, donc, on pourrait peut-être mentionner les coordonnées pour en savoir plus. Vous avez certainement un site web et numéro de téléphone pour vous rejoindre. Là. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 514-524-7131. Le site web, c'est www.aqpamm.ca. ACPAM. Et comme je disais tantôt, on a une page Facebook, c'est ACPAM. On n'a qu'à chercher ça sur Facebook, ça va être facile à trouver. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de votre présence. Donc, M. David Ford-Johnson, directeur général de l'ACPAM, merci beaucoup et bonne continuité surtout. Merci. À la prochaine, au revoir. À la prochaine, au revoir. Vous avez des commentaires, des questions ou des idées pour Folie douce? Laissez-nous un message sur notre boîte vocale au 514-990-9604. 514-990-9604. Nous y allons maintenant avec le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, le sujet que tu nous amènes, les terreurs nocturnes.
Oui, les terreurs. Ça fait longtemps que j'ai entendu ça, me semble. Pas de musique épeurante en arrière. Peut-être qu'on aurait dû mettre pas un petit effet. de la musique épeurante. Oui, de psychose, là, le film. Oui, mais en tout cas, les terreurs nocturnes, les cauchemars, c'est quoi la différence? En fait, ça touche vraiment les enfants en bas âge. Oui, je pense que c'est une incapacité de dormir parce que tu as peur aussi. Je pense que c'est ça la différence. Ça nuit au sommeil, oui. Mais tu vas voir au fil de l'article, c'est quelques passages d'un article écrit par Mme Karine Silberfeld, qui est journaliste française. J'ai pris ça sur le site magiquemaman.com. Alors, elle nous dit « Cauchemars et terreurs nocturnes sont deux troubles du sommeil très différents. Les premiers sont des rêves anxieux qui réveillent l'enfant. Les secondes se caractérisent par des manifestations physiques de la peur, alors que l'enfant est toujours endormi. Pas facile de voir son enfant en proie à un horrible cauchemar ou à une terreur nocturne. Pour mieux comprendre et l'aider à vaincre sa peur, le pédopsychiatre Rafi Kojayan nous explique le cauchemar de l'enfant en détail. Un enfant est souvent confronté à un cauchemar qui, la nuit ou pendant la sieste, peut le perturber. Bien qu'il soit anodin, un mauvais rêve du cauchemar à d'effrayantes terreurs nocturnes peut cacher une véritable peur. Il n'est pas toujours simple pour les parents de comprendre le cauchemar de son enfant ni de savoir comment l'apaiser. Le docteur Rafi Kojayan vole à notre rescousse et nous dit tout. Mais toi, t'as 3 enfants, Yvan. Est-ce que heureusement, non, on n'a pas eu ce genre de problème-là. Là, ils sont rendus un peu trop vieux pour en avoir. Ouais. Mais jeunes, non, on n'a pas eu, heureusement. C'est différent que ce que j'avais quand j'étais petit, ou est-ce que je dormais pas parce que j'avais peur de mourir. Ah oui? Ah oui, ok. Et ça, tu pourrais nous raconter ça une autre fois. En long et en large. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Terreur nocturne, c'est comme des cauchemars, en fait, qui chez plusieurs jeunes. Cauchemars, enfants et terreur nocturne, quelle différence? Il ne faut pas les confondre. Les mauvais rêves peuvent revêtir 2 formes différentes dont le niveau de gravité diffère. Le cauchemar est une anxiété passagère, tandis que la terreur nocturne peut être plus grave. Elle pourrait en effet cacher une angoisse véritable. Dans le dernier cas, l'enfant est en proie à un réel affolement qui survient au début de la nuit. Et même les yeux ouverts, sa terreur nocturne ne disparaît pas. Il crie et pleure tout en étant encore endormi. Dans une telle panique, l'enfant ne reconnaît plus même ses parents. Par la suite, il ne se souviendra pas de l'épisode en question. Cet état se rapproche du somnambulisme, dont on a déjà parlé beaucoup chez les enfants. Mais pas de panique. La terreur nocturne, on nous dit, est rare et n'est pas dangereuse. Les cas répétés ne concernent que de 1 à 3% des enfants de moins de 15 ans. La terreur nocturne peut survenir suite à différentes causes, notamment quand l'enfant est très fatigué ou qu'il vit des changements dans son quotidien, ou encore qu'il cesse de faire des siestes. Là, on parle vraiment des très jeunes enfants. Exceptionnellement, un enfant peut être en proie à une terreur nocturne quand il est malade, et particulièrement quand il a de la fièvre. Pour aider son enfant, il est préférable de ne pas le réveiller, sans quoi la terreur nocturne risque de revenir. Là, c'est pas les petits, ça exclut les petits bébés, ça, c'est parce qu'eux n'ont pas la conscience. Oui, les tout jeunes bébés, non. C'est plus en jeune âge, c'est ça. Avant l'âge scolaire, peut-être. Oui, à partir à peu près 5 ans, je pense. Là. Même avant. Peut-être un petit peu avant, oui. On nous conseille d'allumer une veilleuse pendant la première moitié de la nuit pour aider à en diminuer le nombre des terreurs nocturnes. Parce que les enfants ont peur en général du noir quand ils sont plus jeunes, effectivement. Et moi, j'étais comme ça quand j'étais petit. Il fallait que j'aille une petite lumière. Juste pour sécuriser un peu. Là. Oui. Dans le cas où les crises sont répétées, le recours à un spécialiste peut s'avérer nécessaire afin de retrouver l'origine de ce trouble profond. Un enfant trop petit n'a pas encore la capacité totale de se repérer dans l'espace et dans le temps comme sait le faire un adulte. Il ne peut pas encore raconter par lui-même toute sa journée. Seuls certains moments lui reviennent. Le lien entre ses émotions et les situations vécues lui échappe. Endormi, sa mémoire se réactive et peut laisser place au sentiment de peur. En effet, la maturité psychique n'étant pas acquise, seuls les sentiments vécus pendant la journée restent jusqu'à se décupler la nuit venue. Ce sont eux qui entraînent un cauchemar. La nuit est souvent le moment de gérer les conflits internes. Ainsi, un cauchemar pourrait apparaître en même temps qu'un trouble dans la vie de l'enfant.
souvent au moment de son autonomisation. Quand il entre à l'école, par exemple. Loin du cocon familial, le petit peut connaître ses premières angoisses. De fait, le cauchemar est une métaphore. Derrière le monstre horrible que l'enfant se représente, il y aurait une situation qui, elle, est bien réelle, comme un autre enfant qui le taquine ou des parents qui lui manquent quand il est à l'école. Cette peur survenue pendant la journée peut prendre une toute autre forme au moment du sommeil, celle d'un méchant loup, par exemple. Les cauchemars, donc, seraient des rêves anxieux. Ils surviennent le plus souvent en phase de sommeil paradoxal. À la fin de la nuit, l'enfant se réveille, appelle ses parents, a besoin d'être consolé. Il garde un souvenir précis de son cauchemar et peut avoir peur de se rendormir. Sans s'attarder trop longtemps, il faut le rassurer. Mais je continuerai un peu plus tard. Les terreurs nocturnes. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Ghislain. On poursuit à l'émission Folie douce. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre chroniqueuse Ève Cardinal nous parle des TOC. À l'Espresso allongé, on poursuit avec les terreurs nocturnes. Vous entendrez aussi en chanson Rub-a-Dub de Pierre-Paul Jack et Mon cœur est fauve de La Bronze. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous? Écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. Je reçois maintenant Ève Cardinal, notre chroniqueuse habituée maintenant à Folie douce. Bonjour Ève. Bonjour Yvan. Et bienvenue encore une fois à nos studios, nos luxueux studios de Folie douce, bien sûr. De toute splendeur. Ah oui, de splendeur. On peut faire rêver les gens à la radio, on peut dire n'importe quoi. De quoi rendre jaloux. Oui, de rendre jaloux. On va parler bien sûr de santé mentale, d'émotions et aujourd'hui particulièrement le sujet c'est le TOC, donc le trouble obsessionnel compulsif qu'on entend assez souvent parler. Mais sait-on vraiment ce que c'est le TOC? Mais en fait, effectivement, Yvan, dans le registre de la santé mentale et même dans la culture populaire à la télé, il y a même des expressions qui... C'est souvent, on peut faire une blague puis dire « Ah, c'est mon TOC, tu sais, j'ai un TOC en voulant dire, j'ai une manie de faire ça ou une habitude de. Ouais. Donc, c'est quand même un trouble dont on parle communément, puis qui est peut-être un peu moins tabou, mais encore parce que justement, on ne sait pas exactement c'est quoi. Faut savoir, premièrement, que le TOC se trouve dans la malheureuse grande famille des troubles anxieux. Hein? Ouais. Donc, c'est de l'anxiété, c'est une forme d'anxiété il y a une bonne partie de la population, un pourcentage de la population, on parle environ de 20% des gens qui vivent en fait des problèmes d'anxiété. OK? Donc, dans cette catégorie-là, dans de problèmes
mentaux, disons, si on peut le nommer comme ça, on retrouve le TOC. L'anxiété, c'est une réaction qui est émotive, qui est provoquée par l'appréhension d'événements pénibles. Et l'anxiété, tout le monde en a. Hein. C'est même un mécanisme de survie. C'est une fonction qui est importante, c'est reconnaître le danger et d'y réagir. Quand on parle d'un trouble anxieux, puis on va parler un petit peu plus du TOC dans quelques instants, quand on parle d'un trouble anxieux, c'est un trouble qui est généré par quelque chose qui existe plus ou moins, qui est amplifié, qui devient, qui vient à provoquer des malaises physiques, psychologiques devant quelque chose qui est plus ou moins rationnel. Donc, qui est plus ou moins un danger, mais plutôt un danger qui est perçu par la personne puis par les stimuli qu'elle apporte. Mm-hmm. Donc, et ça amène éventuellement, en fait, l'anxiété extrême, ou peut-être le TOC lui-même crée de l'anxiété. Est-ce que c'est un qui cause l'autre, ou c'est plus l'anxiété qui mène au TOC? Ou? En fait, un cause l'autre. Hein. C'est un peu un cercle vicieux, mais comme je disais, en fait, c'est un trouble anxieux. Donc, c'est fort probablement l'anxiété à ce moment-là qui provoque le trouble qu'on appelle obsessionnel-compulsif. Donc ça, à ce moment-là, dans le cas d'un TOC, là, on parle d'obsession qui devient intrusive, irrationnelle et incontrôlable. La personne se rend compte que c'est absurde, c'est des rituels, peut répéter des rituels. C'est parfois même contraire aux valeurs personnelles, mais c'est incontrôlable en raison de l'anxiété qui est générée par le trouble en question. Donc, ça peut être une obsession sur la propreté. Donc, nettoyer son comptoir 10 fois parce qu'on a peur, par exemple, d'une contamination. Ça peut être préoccupé, mais à l'extrême par la sécurité des autres. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait un TOC qui pouvait, par exemple, vérifier à peu près 10-15 fois avant de partir de la maison si le fourneau était éteint, si les mégots de cigarettes étaient bien jetés, parce que cette personne-là avait une obsession et une peur du feu, des incendies. Donc, je donne ça à titre d'exemple. Il y a même de la crainte de créer des erreurs et de créer une catastrophe. Donc, une simple erreur pour cette personne-là peut devenir une catastrophe. Donc, vérifier, je ne sais pas combien de fois un texte, mettons, tu le rédiges, des choses comme ça. Donc, ça prend vraiment plusieurs formes qui peuvent toucher vraiment le quotidien de la personne qui en est atteinte. Oui, puis c'est vraiment, comme tu le dis, c'est vraiment très exagéré. Tu sais, c'est pas... ça nous arrive à tout le monde de vérifier si notre porte est barrée ou ce genre de choses-là, mais pas à l'excès. Mais comme tu dis, ça peut être 10 fois, 15 fois, ça peut retarder la personne énormément, ça devient invivable. La personne ne peut pas gérer son temps, c'est comme plus fort qu'elle au niveau de l'obsession. Bien, tout à fait, puis le nom le dit bien, hein? On parle d'une obsession, donc une idée qui est obsessionnelle constamment à propos d'un sujet ou d'une notion précise et d'une compulsion. Donc, on ne peut pas s'empêcher, même si on le sait dans sa tête, rationnellement, de faire. Donc, on ne peut pas s'empêcher de le faire. Donc, d'où vient le nom trouble obsessif compulsif. Sais-tu s'il y a beaucoup de monde qui sont touchés par cette problématique, que ce soit au Québec ou dans le monde? Ou est-ce que... moi, d'après mes lectures, je n'ai pas trouvé vraiment de chiffres précis pour le Québec, mais ce que j'ai lu, c'est qu'il y a plus d'1 million de Français en France qui en sont atteints. Donc, j'imagine que ça, ce n'est pas une question nécessairement de pays ou de nationalité. Ça doit être Donc, une ça proportion doit être dans qui ces eaux-là. Ici, 1 million sur 150 millions. Là, c'est ça. La proportion doit être à peu près pareille dans les pays dits industrialisés. Donc, souvent, ce qui est intéressant, c'est que la majorité des cas de TOC sont déclarés avant l'âge de 25 ans. Alors ça, c'est une notion dont je n'avais aucune idée, que j'ai trouvée intéressante. Et ce qu'il faut aussi, puis on va en parler un petit peu plus tard, retenir, c'est que c'est très difficile, ça peut devenir difficile dans le quotidien pour l'entourage de cette personne. C'est sûr. Comme dans toute problématique de santé mentale, mais particulièrement parce que si la personne qui en souffre commence à retarder ses activités, ou disons, je donne encore l'exemple, ne plus vouloir sortir de la maison par crainte ou par obsession, eh bien, ça peut devenir vraiment un cauchemardesque aussi pour l'entourage. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs groupes d'entraide qui sont adressés aux personnes et qui ont un TOC et à l'entourage. À l'entourage aussi, c'est important. De ces personnes. Parce que je me mets dans la peau, tu parlais de tantôt quelqu'un qui revérifie, par exemple,
le feu de la cuisinière, des choses comme ça. Mais si tu es témoin de ça, ça peut effectivement devenir taper sur les nerfs, entre guillemets. Tu sais, pour la personne qui est à côté, dire, ben, écoute, on y va, là, on peut-tu y aller? Je pense que c'est beau. Là, mais ça devient une obsession. Puis il faut faire attention parce que, tu sais, on parlait je parle des troubles anxieux, mais c'est une grande famille qui regroupe plusieurs problématiques. Il ne faut pas confondre nécessairement le trouble obsessionnel compulsif avec la phobie. Hein. La phobie, tu sais, par exemple, l'arachnophobie ou des choses comme ça, c'est deux choses qui se ressemblent parce que ce sont des troubles anxieux. Mais le TOC, c'est vraiment le fait d'être obsédé par l'idée constamment et de répéter le comportement. Donc, souvent, justement, on recommande, en termes, certains recommandent une forme de médication, donc des anti-anxiolytiques, mais on peut recommander aussi une thérapie cognitive comportementale. Hein. Ça, c'est apparemment, selon ce que j'ai lu et vu, c'est une forme de thérapie qui fonctionne assez bien pour les personnes qui en souffrent. Je me souviens, c'est du cas par cas. Là. Oui, pour le TOC, ce qui me revient à l'esprit, on avait, nous, l'émission Folie 10, on a participé il y a plusieurs années à un documentaire sur le TOC. Puis on avait fait une émission de radio ici avec des gens qui avaient cette problématique-là. Puis il y avait une jeune fille, adolescente ou jeune adulte, puis elle disait que quand elle faisait son rituel, c'est comme si ça lui donnait l'impression que rien de mauvais allait arriver à sa famille. Tu sais, elle avait comme un rituel. Puis souvent, je pense que c'est ça qui arrive avec les gens qui font le TOC, qui vont soit se laver les mains. Souvent, j'ai l'impression que comme toujours, ils se disent, il faut que je le fasse. Puis il faut que je le refasse, parce que c'est comme si ça va se chasser un peu, si on veut, soit le mauvais sort, ou je sais pas. Il y a comme un côté un peu... oui, ça peut prendre justement beaucoup la forme de certaines superstitions. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça aussi, je l'ai lu, puis effectivement, ça devient un peu une espèce de pensée magique pour fuir un danger plutôt... dans ce cas-là, malheureusement, qui n'est pas rationnel, qui n'est pas là nécessairement ou qui est amplifié. Tu sais, c'est sûr, encore, on revient à l'exemple d'avoir peur des incendies. Je veux dire, c'est une menace réelle là, qu'il y ait des incendies. C'est ça, mais quand, à un moment donné, il n'y a pas de raison, c'est là que ça devient obsessif, dans la catégorie des troubles anxieux. Exactement. C'est dur à comprendre parce qu'il y a probablement autant de problématiques que de gens, parce que ça peut être plein de choses. Là, quand tu penses à ça, l'obsession, ça peut être... on parle de sécurité, mais ça peut être comme d'autres choses. Il y a un paquet de facteurs. Absolument. Ça peut être tout et n'importe quoi. Là. Puis en fait, souvent, dans des témoignages aussi que j'ai lus, ça arrive de façon... C'est pas nécessairement à long terme. Ça peut arriver sur un court terme, de façon subie. Ça peut être... En fait, ça peut être aussi mêlé à plusieurs autres problématiques de santé mentale. Ça peut être dans le cadre d'un trouble bipolaire que ça se développe, dans le cadre d'un TPL. Ça peut, tu sais, souvent, on a des symptômes connexes qui se développent. Donc, Et si on veut avoir de l'aide ou de l'information, il y a quand même plusieurs ressources qui sont existantes là, à ce niveau-là, je crois. Bien oui, absolument. Puis moi, justement, où est-ce que, en fait, il y a l'organisme Revive qui travaille beaucoup avec les personnes qui ont des troubles anxieux, dépressifs et bipolaires. Et sinon, il y a aussi l'ACPAM, donc qui peut en fait aider, apporter du soutien aux personnes qui vivent avec des gens qui sont aux prises avec une problématique de troubles obsessionnels compulsifs. Ce qui est important, selon les lectures, c'est d'aider les gens à se prendre en charge, de les encourager à se prendre en charge. Hein. Alors, souvent, une personne qui a un TOC, tout comme un autre problème physique ou psychologique, peut refuser tout traitement ou peut nier son problème ou dire, mais non, c'est moi, je veux dire, j'ai raison d'avoir peur, si je faisais pas ça, et bon, tout ça. Donc, il faut comprendre aussi la détresse de cette personne-là, puis l'encourager à en parler et à se faire prendre en charge ou à avoir du soutien, quoi, hein, parce que là, ça devient une souffrance quand on est dans ce cercle-là de façon quotidienne. Et c'est aussi de ne pas changer toute sa vie sociale et familiale en fonction de la personne qui a un TOC. Donc, admettons qu'une personne est maniaque, c'est pas le bon mot, mais est obsédée par la propreté et veut, par exemple, passer le balai 10 fois par jour. Je veux dire, c'est pas parce que cette personne-là a cette réalité-là dans sa vie que toute la famille, que tous les amis doivent changer leurs habitudes de vie. Okay. Donc, c'est important de rester quand même
Mais c'est constant. Là. Mais comment conjuguer avec ça, justement, quelqu'un qui est dans... Il y a une famille, je sais pas, de 5 personnes, puis il y a une personne qui a ce problème-là. Comment les autres font pour vivre dans ça? Ça devient... c'est là qu'on peut rechercher de l'aide, mais c'est... Ben oui, chercher du soutien, puis chercher à comprendre, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. C'est d'accepter la situation telle qu'elle est, et puis de s'aider soi-même en n'embarquant pas nécessairement complètement dans l'état d'esprit de la personne qui est souffrante. Finalement. Donc, de pas, peut-être pas, justement, de pas dramatiser la situation, de continuer à vivre, d'essayer d'appuyer la personne dans ses peurs, je sais pas, d'essayer de la calmer, mais de pas changer, comme tu dis, de pas modifier son... autrement dit, il faut pas... Il y a des exemples là, de comportements à éviter là, dans les lectures. Il faut pas fournir des objets pour la compulsion, pour que ça continue, si on veut. Il faut pas participer aux compulsions, il faut pas faire de la réassurance puis dire « Ah oui, tu as raison de faire ça, continue », pour essayer de sécuriser la personne. Donc, il faut essayer de rester neutre dans cette situation-là. De pas encourager, de tenter de pas non plus dramatiser la situation, mais c'est ça, de rester plutôt neutre. Puis à un moment donné, le pire, excuse-moi Yvan, mais ça peut devenir contagieux, mais dans le sens il y a d'autres personnes qui pourraient embarquer dans le... Quand on commence, si on veut embarquer dans cette certaine compulsion, obsession, mais ça peut devenir aussi, on appelle ça la maladie de la compassion. Si on a beaucoup de compassion, mais à un moment donné, on embarque un peu dans le... Et c'est vraiment pas recommandable. Quand on se noie, puis on s'accroche à quelqu'un d'autre, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Merci beaucoup, Ève. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup des informations, puis espérons que ça va aider aussi des gens, certainement, là, des ressources. Merci, à une prochaine. On le souhaite. Oui, Bye prochaine chronique. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. De retour au micro, donc, avec le bloc Espresso allongé. Pierre, tu as entamé plus tôt le sujet, les terreurs nocturnes. Ghislain, toujours en notre compagnie également. Oui, c'est d'après un article écrit par Mme Karine Silberfeld, qui est journaliste française. Il y a probablement eu des enfants qui ont souffert de ce problème-là. C'est possible, parce qu'on voit que c'est assez fréquent. Mais, tu disais quand même que ça touche un faible pourcentage de la population là, tout à l'heure, fait que c'est quand même pas... faut pas s'alarmer, mais au moins si ça arrive... Mais voici quelques conseils que Mme Silberfeld nous donne. La nuit, donc, quand votre enfant est victime d'une terreur nocturne, n'essayez pas de le réveiller, même s'il a l'air profondément bouleversé. Puis ni d'aller brasser son lit non plus, je pense. Là. Non, ce serait pas... C'est plutôt l'inverse, à mon avis. Ce serait pas intelligent. Madame nous dit, assurez-vous surtout qu'il est en sécurité dans son lit. Deuxièmement, vous pouvez aussi tenter de le calmer en mettant votre main sur lui, en lui disant doucement, chut, on le rassure, et en le recouchant doucement. S'il se réveille vraiment, réconfortez-le et assurez-le en lui disant que tout va bien, que vous êtes là et qu'il peut se rendormir. Troisièmement, n'oubliez pas qu'il n'a pas de souvenir de cet événement. Si vous réagissez trop, il pourrait avoir peur de votre réaction. Vous pouvez peut-être lui frotter le dos, chantonner doucement ou vous allonger près de lui quelques instants. Quatrièmement, s'il en a l'habitude, vous pouvez aussi le laisser s'endormir seul, rester à ses côtés pour lui laisser croire que quelque chose de grave ou d'important s'est vraiment passé. Maintenant, je pense que ça dépend toujours de l'enfant, dire qu'est-ce qui va à lui pour l'aider. Puis souvent, le parent veut pas dans une situation comme ça, il y a comme il y a quelque chose de naturel qui se fait. Là, on sent notre enfant, souvent on sait qu'est-ce qui va... Il faut le connaître. C'est ça, je pense que ça vient un peu de soi. Là. Madame Silberfeld nous parle du lendemain et des jours qui suivent les terreurs nocturnes. Elle nous dit, ne parlez pas de ce moment à votre enfant, sauf s'il le fait lui-même. Ce qui est peu probable dans le cas d'une terreur nocturne, cependant. Si vous lui en parlez, vous risquez de lui faire peur et il voudra peut-être éviter de se coucher le soir. Demandez-lui plutôt si tout va bien, s'il a des sujets d'inquiétude. Deuxièmement, si votre enfant a cessé de faire des siestes, il pourrait être utile de les reprendre et d'en réduire la durée graduellement.
Troisièmement, assurez-vous que la routine du coucher l'apaise. Évitez qu'il regarde des émissions télévisées effrayantes et qu'il joue à l'ordinateur ou à des jeux vidéo. Mettez aussi de côté les histoires terrifiantes. Même l'histoire du méchant loup peut faire peur. Quatrièmement, il est aussi recommandé d'éviter les sports intenses, les repas lourds ainsi que les activités qui sollicitent trop l'imagination trop près de l'heure du coucher. Cinquièmement, vous pouvez favoriser une atmosphère propice au calme en racontant une belle histoire, en lui faisant prendre un bain, en allumant une veilleuse, en lui chantant une chanson ou en lui parlant des événements agréables de la journée. Et sixièmement, des exercices de respiration simples peuvent aussi être faits pour favoriser une meilleure détente. Nuit après nuit maintenant, dans le cas où les terreurs se reproduisent toutes les nuits, et dans ce cas seulement, les médecins conseillent aux parents de réveiller leur enfant 30 minutes avant l'heure à laquelle la terreur nocturne se manifeste habituellement. Cela pour l'empêcher de se produire. OK. Il faut vraiment, c'est vraiment régulier, c'est toujours aux mêmes heures que ça se produit. Bien, c'est ce qu'on nous dit dans l'article. Est-ce que tu en avais mentionné, je pense, dans le premier bloc, ça finit par passer. J'imagine que c'est quelque chose qui est vers l'enfance, là, qui ne va pas durer éternellement. À moins que ce soit relié à une véritable angoisse à l'école ou à cause d'un déménagement, par exemple. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Là, Oui. Autre chose qu'on peut faire pendant les journées suivantes, on peut l'amener à la toilette pour lui donner à boire ou avant de le laisser se rendormir par lui-même. On peut faire cela chaque soir pendant une semaine et voir ensuite si les manifestations cessent. Si la situation ne s'améliore pas, consultez un médecin. Maintenant, les causes des terreurs nocturnes, on en a fait la liste. Par exemple, ça peut être la fièvre. J'en ai parlé tantôt. Ouais. Ça peut être le stress physique aigu. Ça peut être l'asthme. Ça peut être le reflux gastro-œsophagien. Mm-hmm. Ça peut être le déficit de sommeil. Certains médicaments, comme des sédatifs, des stimulants, des antihistaminiques. Et ça peut être le syndrome de mouvement périodique des jambes au cours du sommeil. Ce qu'on appelle les MPJS. Maintenant, je termine avec une citation inspirante de Jean-Bertrand Tontaliste, qui est psychanalyste et écrivain français. Il est décédé en 2013. Il avait dit « La nuit, c'est la plongée incontournable dans l'univers de ses rêves et de ses cauchemars. Surgissent, masqués, des facettes de nous-mêmes. Les rêves et les cauchemars nous donnent des nouvelles de notre jardin secret et quelquefois les monstres que nous y trouvons nous réveillent brutalement. Certains cauchemars nous habitent et nous poursuivent plus ou moins longtemps. » C'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire que les cauchemars révèlent des parties de nous-mêmes. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, les rêves en général. C'est un filtreur pour les êtres humains. Il y a toujours un certain exutoire avec le rêve ou avec le. Puis c'est un peu ça, là, dans le fond, chez les jeunes. Mais merci beaucoup. Merci pour ce beau sujet. Merci. Pierre et Ghislain. Donc, les terreurs nocturnes. Vous syntonisez Folie douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale. Quelques mots pour terminer ce rendez-vous de Folie douce. Ghislain Malo, on va bien sûr, comme à notre habitude, ça fait quand même des années qu'on fait ça, alors on va continuer à le faire. Depuis toujours, à peu près. Oui, c'est important de nommer l'artiste. Alors, on écoutait en début d'émission Baby Boom. De Yann Perrault. On a pu entendre la chanson Restez avec moi. Le groupe Les Fils de Calvaire, du Calvaire, je m'excuse. En deuxième demi, Rub-a-Dub. De Pierre-Paul Jack. Et à l'instant, Mon cœur est fauve. De La Bronze. Merci beaucoup pour votre choix musical, à toi et à Pierre. Merci pour ta participation également à l'émission, recherche, etc. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Et pour tes blocs Espresso et Espresso allongé, où tu nous as parlé des terreurs nocturnes. Notre premier invité en début d'émission, David Ford Johnson, directeur général de l'ACPAM, nous a parlé de nouveaux services pour les proches aidants. Alors merci M. Johnson d'avoir été avec nous, Ford Johnson. Notre chroniqueuse Ève Cardinal nous a pour sa part parlé des TOC, mieux connaître ce que c'est les TOC. Alors tout ça dans le menu de cette semaine de Folie douce, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.
bop 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 da da bop 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 bop